connaître et faire connaître l'histoire de notre modèle social pour mieux le défendre. La libération, une victoire ouvrière. Alors que les propriétaires des grands moyens de production ont collaboré avec l'occupant, la résistance a été essentiellement populaire. La classe ouvrière et ses organisations clandestines sont les artisans majeurs de la résistance. Le combat commun a uni les travailleurs français et immigrés. Les femmes ont pris une part importante dans l'action clandestine et dans le combat, les armes à la main. Le soutien des grands capitalistes dans leur ensemble au fascisme montant puis triomphant, ainsi que leur responsabilité dans le déclenchement de la guerre, sont une évidence pour tous. Cette victoire ouvrière a ouvert la voie aux conquêtes sociales de la libération. Dans la clandestinité, le Conseil national de la résistance a établi un programme intitulé « Les jours heureux » à mettre en œuvre dès la libération. La sécurité sociale, les retraites par répartition, le statut des fonctionnaires, les comités d'entreprise et leurs attributions économiques, la médecine du travail sont mises en chantier dès 1944-1945. La nationalisation de l'énergie, EDF-GDF, l'industrie charbonnière et pétrolière et des monopoles privés, le remplacement de la presse d'avant-guerre par une presse indépendante des puissances financières sont aussi la concrétisation du programme du Conseil national de la résistance. Voici par exemple un des ministres communistes des gouvernements de la Libération, donc ce ministre du Travail et de la Sécurité sociale savait ce que travailler veut dire. Dès l'âge de 13 ans, il avait travaillé en usine. Il s'appelait Ambroise Croizat. Nous lui devons, en particulier, la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures supplémentaires, la médecine du travail et aussi l'AFPA par exemple. Depuis 1947, notre modèle social est attaqué par le patronat revanchard et ses relais politiques. La sécurité sociale était au départ gérée par les salariés eux-mêmes, dont les élus détenaient 75% des sièges dans les conseils d'administration. Le patronat a bataillé sans relâche, et bataille encore, pour réduire le pouvoir des salariés sur leur système de protection sociale. Les droits conquis par les ouvriers, comme le droit de grève, le statut des fonctionnaires, le pouvoir des salariés d'interpeller leur patron sur sa gestion via le comité d'entreprise, sont rognés progressivement. Et bien sûr, le patronat revanchard a induit des politiques de privatisation à outrance de tout ce qui avait été nationalisé entre 1944 et 1946. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, voici une brève histoire de la Sécu et de l'assurance chômage, où on va constater que le patronat, lui, il a de la suite dans les idées, et pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Donc en 1946, le patronat obtient que le risque chômage soit exclu de la sécurité sociale, qui était gérée alors à 75% par les syndicats de salariés. En 1957, le patronat propose et obtient la création de l'UNEDIC et des ACEDIC, gérés à 50-50 par le patronat et les salariés, c'est ce qu'on appelle le paritarisme. C'est une conquête patronale. En 1967, 10 ans plus tard, le patronat obtient de Pompidou la gestion à 50-50 de la Sécu. En 1991, le gouvernement commence à remplacer la part dite salariale des cotisations Sécu par la CSG. En 2018, 100% de la part salariale des cotisations Sécu, famille et chômage sont transformées en impôts, c'est-à-dire la CSG. Les caisses sont passées entièrement aux mains du patronat et du gouvernement. Vraiment, c'est du travail d'artiste. Ça leur a pris beaucoup de temps, 70 ans, pas loin de 70 ans, mais ils sont arrivés à retirer la gestion des caisses
aux représentants des salariés pour les confier à l'État. Aujourd'hui, malgré les attaques patronales, la sécurité sociale est encore debout. Mais pour combien de temps encore? Parmi les chantiers en cours, en 2019, voici par exemple la fusion CSG-impôt sur le revenu. Très peu de personnes en parlent. Pourtant, dès avant Macron, les jalons étaient déjà posés pour cette fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Par exemple, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a été institué. Ensuite, il existe actuellement des mesures de rapprochement entre les URSSAF, qui collectent la CSG des salariés, et les recettes des impôts. Et enfin, il y a des appels à rendre la CSG progressive, donc qui viennent du PS et des organisations néo-socialistes, ou au contraire à atténuer, voire à supprimer la progressivité de l'impôt sur le revenu. LREM, LR et RL sont sur cette ligne. Alors bien sûr, une fois qu'un compromis sera trouvé sur la progressivité de la CSG et de l'impôt sur le revenu, tout permettra effectivement, tout sera en place pour fusionner les deux impôts, qui sont en fait tous les deux des impôts sur le revenu. Pour vérifier ce que je viens de dire, il suffit de vérifier des programmes politiques, c'est écrit noir sur blanc, par exemple dans le programme de Hollande en 2012 ou dans celui de Mélenchon en 2017, il propose ouvertement la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Si jamais cette fusion était mise en œuvre, la Sécu serait purement et simplement noyée dans le budget de l'État, et donc c'en serait fini de la Sécu telle que nous la connaissons depuis 1945. Alors bien sûr, il y a un autre chantier en cours qui est plus visible puisque c'est vraiment l'actualité de cette fin 2019, c'est le projet de création d'un régime universel de retraite par points. En effet, il est difficile de remplacer les cotisations retraite par la CSG, parce que ça aboutirait à faire contribuer les retraités au système de retraite. L'absurdité de la CSG serait peut-être trop visible. Mais réunir les régimes de base et les régimes complémentaires des salariés et des non-salariés dans un seul régime permet en fait d'atteindre le même objectif. Éliminer de fait les représentants des salariés de la gestion de leur retraite pour confier cette gestion à l'État, puisqu'il est le seul à unir, si on veut, les salariés et les non-salariés. Et pour empêcher qu'à l'avenir, un gouvernement éventuellement favorable aux salariés décide une augmentation des dépenses de retraite, le projet du gouvernement limite à 14% la part du PIB consacrée à financer les retraites, alors que tout le monde sait que la proportion des retraités dans la population va augmenter. Ainsi, la retraite peut baisser, c'est à ça que sert le système à points, mais elle ne peut pas augmenter. Ceinture et bretelles. En conclusion, notre modèle social a été conquis par la classe ouvrière à l'issue de sa victoire sur le fascisme en 1944-1945. Pour le défendre et l'améliorer, il est primordial d'en comprendre les enjeux, de connaître et de faire connaître son histoire, notre histoire. C'est le seul but de cette vidéo que vous êtes invité à partager le plus largement possible, à discuter, à débattre, à partager, donc avec le plus grand nombre. Et enfin, je terminerai en citant Ambroise Croizat, « Ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. »